Si on se trouve dans la première tranche, je dirais s'il y a 200 ou 250, mais je crois que ça va être 153 pays, je dirais qu'on se situe dans la moyenne inférieure, pas dans la supérieure. C'est sûr que l'on peut mieux faire, on peut toujours tout améliorer. Maintenant, c'est aussi par la qualité des journalistes qu'on en améliore et par leur relation avec l'ensemble, parce que ce qui permet à un journaliste de sentir qu'il a une certaine forme de pouvoir faire changer les choses, c'est parce qu'il est soutenu. Il est soutenu par qui? Par ses lecteurs. Parlons à présent sport. Le nouveau bureau de la Ligue de football est passé de la parole à l'acte. Juste Christian Mouketou pour le résumé de tout cela. 2 semaines après son élection, le nouveau bureau de la Ligue de football de Logoué-Maritime n'a pas eu le temps de dormir sur ses lauriers. La bande à Dieudonné Ndoumbu Likouni s'est en effet retrouvée devant un agenda surbooké tout au long de 2 dernières semaines. Agenda qui l'a amené à tenir diverses réunions avec les principaux acteurs qui animent l'activité footballistique dans la province Logoué-Maritime. Au sortir de ces diverses rencontres, plusieurs innovations sont constatées. C'est le lancement de la saison, une concertation avec les dirigeants des clubs pour leur présenter le bureau de la Ligue, pour leur présenter et discuter avec eux d'un certain nombre de principes que nous allons observer tout au long de la saison et planifier un certain nombre d'actions communes pour mener à bien nos différentes compétitions. Plusieurs embûches qui minent le football marigovain semblent trouver de solutions si l'on s'en tient aux ambitions du nouveau comité directeur de la LIFOM, entre autres problèmes, celui relatif au siège de cette ligue. C'est vrai que c'est une promesse de campagne de la part du président élu, M. Ndoumbu Likouni Diego. Le siège, effectivement, les murs commenceront à sortir du sol d'ici une quinzaine de jours. Ce n'est pas une promesse utopique, ça va être une réalité. Nous allons bien commencer les travaux et je crois qu'au bout de la première saison, le siège devra être livré. Le siège va se situer au 3e arrondissement, non loin de la mairie du 3e arrondissement. À quelques heures du démarrage officiel des activités de la LIFOM, c'est une sérénité presque retrouvée qui anime la famille footballistique de Logoué-Maritime. D'ici le 2 février, le championnat senior va débuter, bien entendu, avec des retransmissions dans les chaînes de télévision pour les minimes, les seniors, les cadets. Donc, vous voyez que c'est une bonne chose, c'est une première ici dans le Maritime pour que, en fait, que toutes ces choses se passent. Donc, comprenez que le président est très actif, les choses sont en train de se faire. Il a fait une programmation pour rencontrer les sponsors. Donc, le président nouvellement élu fera tout pour que les choses se passent dans le bon côté. Précisons que c'est toutes les catégories sportives qui prendront part à ce championnat provincial. Le rendez-vous est pris pour ce samedi 2 février 2013 au stade Pierre-Claver d'Ivongui. Henri-Michel Auguste est toujours avec nous, il est notre invité. Généralement, les associations se créent, mais ont un problème de visibilité, donc des sièges. Et là, dans le reportage, on a entendu l'un des membres de la LIFOM et même nous avons suivi la réaction d'un président de club de football. Pour vous, le siège est quelque chose d'important? Personnellement, pour moi, dans mon cadre à moi, je ne pense pas qu'il soit le plus nécessaire. Tout dépend de l'activité que l'on a. Il est peut-être plus utile d'avoir des actions et de faciliter les finances à migrer plus vers les activités que vers les choses qui sont immobilisées. C'est vrai que ça permet une certaine forme de reconnaissance, mais est-ce que à partir du moment où c'est que les gens sont suffisamment actifs sur le terrain, il n'y a pas une forme de reconnaissance automatiquement? C'est la grande question que je me pose. Et c'est le grand dilemme que j'ai moi-même en tant que président d'ONG. On m'a souvent reproché, mais pourquoi vous n'avez pas un bureau? Je dis, attendez, je préfère plutôt avoir des actions d'abord
sur le terrain. Le peu de finances que nous avons, je le mets à des activités ou à des actions ou à des conférences sur le terrain, auprès des gens, que dans un bâtiment qui va me coûter 300 ou 400 000 francs. Henri Michel, Augustin Bourret, lorsque nous entamions cette émission consacrée au retour sur l'actualité ayant marqué la semaine sur la télévision que la différence d'OBNG, nous vous avons présenté comme étant le président de l'ONG H2O. Parlons donc à présent environnement. Quel danger aujourd'hui présente la côte ou du moins le littoral de Port-Gentil? Ben, je vous remercie de me donner la parole en tant que président de H2O, je précise H2O Gabon, puisqu'il y a d'autres H2O qui existent ailleurs. Les grands dangers actuellement que présente la côte du Gabon sont simples, et de Port-Gentil en particulier, c'est que nous entendons tous parler de plus en plus du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a actuellement une phase où c'est que notre Terre se réchauffe. Le fait qu'elle se réchauffe permet la fonte des glaces, de tous les glaciers du monde, aussi bien du pôle sud comme au pôle nord, permet aussi l'expansion de l'eau, parce que l'eau étant une molécule, elle a tendance, si la chaleur augmente, elle expanse, elle prend plus de volume. Une molécule d'eau à 0 degré n'a pas le même volume que si elle était à 20 ou 25 degrés. Donc, il y a ce phénomène de montée des eaux. Est-ce que, la grande question qu'on se pose, est-ce que c'est un cycle que la Terre amorce comme elle a eu des ères géologiques, comme tant d'autres, ou est-ce que c'est un phénomène qui a été accéléré par l'homme? Même si ce cycle existe, est-ce que ce phénomène n'a pas été accéléré dans l'homme? Actuellement, on penche plus pour le phénomène qui est en cours, mais qui est accéléré par les activités humaines de l'homme. Donc, montée des eaux, et là maintenant on en vient à la question que vous posez, oui, ça crée des problèmes d'érosion, ça crée des problèmes d'inondation, ça crée des problèmes climatiques tels que les tornades, les orages, les cyclones. Ça, soudain, je précise, parce qu'avant, on savait qu'il y allait avoir des orages, que maintenant, bien souvent, on se fait prendre au dépourvu. En parlant des eaux, Port-Gentil est une ville insulaire. Est-ce que la canalisation des eaux de pluie peut réduire les inondations à Port-Gentil? Actuellement, tel que c'est fait, je dirais, ça ne réduira pas. Pour la simple raison, c'est que, à partir du moment où qu'on relie les collecteurs à l'extérieur, il faudrait que cette eau puisse être collectée et entreposée quelque part. Et non qu'elle retourne, parce qu'elle va se confronter à la marée. Donc, automatiquement, elle va être repoussée vers l'intérieur. On le voit bien d'ailleurs à travers... Et même, je dirais que ces caniveaux facilitent lors des marées importantes, voire des marées d'équinoxe ou autres, la remontée des eaux de mer à travers la ville. Donc, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu concevoir la récupération de l'eau. De toute façon, il faut bien se mettre dans la tête, Port-Gentil, qu'est-ce que c'est? Port-Gentil, l'île Mandji, c'était à l'origine un grand marigot, où on a bétonné partout. L'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Ne pouvant plus s'infiltrer. Il faut qu'elle aille quelque part. Et où elle va? Vers les zones les plus basses. Malheureusement, c'est les 3/4 de la population qui en pâtit. Vous, en tant que société civile, quelles sont les propositions que vous faites, soit au gouvernement ou aux autorités locales, dans les questions de développement et d'urbanisation de la ville? Ben, comme on l'avait fait lors de, si vous vous souvenez, nous avons été reçus l'année dernière par le maire, en tout début d'année, nous lui avons montré le trophée que nous avions eu, nous lui avions exposé les problèmes d'inondation. Il existe des solutions. D'une part, il faut déjà prendre un premier point, c'est un plan d'urbanisme. Qu'est-ce que l'on va faire de cette ville dans les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans, les 20 ans, les 25 ans? C'est sûr que c'est des projections à long terme, mais c'est le rôle d'un politique aussi. Ce n'est pas que de penser à son mandat, c'est de prévoir qu'est-ce qu'il va faire pour le futur de sa ville, s'il était élu. Et je pense que ça commence d'abord par là. Ensuite, après, qu'est-ce qu'un plan d'urbanisation? Ça veut dire qu'on va prévoir comment la ville doit se développer. Premier point pour Port-Gentil, est-ce qu'on ne va pas disparaître sous les eaux? Parce que ça, c'est toujours l'épée de Damoclès que nous avons. Car rien n'est prévu depuis de nombreuses années pour Port-Gentil si jamais la montée des eaux était trop importante. Et elle va se produire.
comme je vous ai dit, Port-Gentil, c'est un grand marigot. Ça veut dire qu'on est pratiquement au niveau de la mer. Il n'y avait qu'à l'époque 30% de terre sur cette zone. La terre a été comblée, on a comblé les marigots, mais l'eau, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et si l'eau monte, elle va se répandre dans la ville. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cette ville? Est-ce qu'on a prévu des défenses pour protéger la ville? Je prenais, dernièrement, on m'a interviewé, je prenais l'exemple d'autres pays. L'île Maurice, les Comores, Maldives, Seychelles, La Réunion, même Madagascar, les îles de Nosy et autres, ont des financements depuis plus de 12 ans par la Banque mondiale, la BED et tant d'autres banques internationales et je dirais d'organismes internationaux qui financent le rehaussement de ces îles ou la protection de ces îles. Parce qu'on sait qu'inéluctablement, elles vont disparaître sous les eaux si on ne fait rien. Port-Gentil, on en est où? Ça fait 12 ans. On a 12 ans de retard. Et je n'entends pas parler d'un programme de protection de Port-Gentil ou même de l'île Mandji. Il n'y a pas de programme pour l'instant. Je n'ai pas entendu parler une quelconque autorité dire on a prévu de protéger Port-Gentil et commencer les travaux. Parce que en parler, c'est une chose. Vous savez très bien qu'on est très fort pour en parler, mais c'est pour agir. Souvent qu'il y a un problème, il y a un gros décalage. Le littoral de Port-Gentil se trouvait à un moment donné dégradé au niveau de l'Alliance franco-gabonaise. La mairie a quand même revu certains travaux. Oui, ça me fait penser à une rustine sur une chambre à air. Donc, c'est pas comme ça qu'on résoudra les problèmes. Le problème, il est global. Il faut savoir le prendre à bras-le-corps, dire voilà, qu'est-ce qu'on va faire de notre ville? On sait qu'on est face à ce problème. Est-ce qu'on met les moyens ou est-ce qu'on ne les met pas? Est-ce que cette ville, on l'abandonne et on la déplace ailleurs? Ce qui n'est pas une mince affaire pour les 25 ou les 30 ans à venir, j'en sais rien. Ce n'est pas moi qui fais le plan d'urbanisation ou de la ville, mais ça fait partie des choix que doit faire un homme politique, quel qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Qu'est-ce qu'il va décider pour sa ville? Quel est le meilleur compromis? Est-ce qu'il faut prévoir de déplacer Port-Gentil et petit à petit prévoir un nouveau Port-Gentil ou de défendre Port-Gentil à tout prix? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est l'apport du projet de l'île Mandji sur le plan, j'allais dire le projet de la zone franche de l'île Mandji sur le plan environnemental? Ben, d'abord, en tant que, je dirais, défenseur de l'environnement, ça a été d'abord une catastrophe écologique pour moi, devoir détruire la mangrove, sachant qu'une mangrove, c'était une mangrove qui protégeait Port-Gentil des coups de tabac que peut avoir l'océan par moment. Et le fait de la détruire, ben, c'est ouvrir une brèche sur Port-Gentil. Malheureusement, c'est la triste réalité. Et si maintenant on voulait arriver à protéger Port-Gentil par cette zone, eh ben, ça va nous coûter de l'argent. Donc ça va coûter de l'argent à qui? À nous, à vous, à moi, à tout le monde. Le vrai problème, il est là. Ensuite, après, c'est un vrai problème par ce qui va être fait sur cette zone franche. Quand on parle d'usines d'engrais chimiques, les engrais chimiques, actuellement, de moins en moins, on va les utiliser. On voit bien les grands scandales qui sont en train de se produire au niveau de la santé publique. Dans tous les pays du monde, les industries chimiques sont attaquées. Nous, on va se lancer là-dedans. En plus, c'est un phénomène, ça peut être explosif. Il ne faut pas jouer avec ce genre de produit. N'oublions pas que les terroristes, c'est ce qui se servent les 3/4 du temps pour faire leur bombe artisanale. Donc, on joue avec des produits qui sont quand même relativement dangereux. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Moi, comme j'ai dit, j'avais présenté à M. Gupta lors d'une rencontre un projet de pôle vert. Qu'est-ce que j'entends par pôle vert? Un pôle vert, c'était justement recyclage des déchets ménagers, des déchets industriels, traitement de ces déchets, utilisation des industries vertes. Pourquoi pas faire installer une usine de vélos électriques, j'en sais rien, ou des choses comme ça. La proposition que l'on avait faite, leur usine d'engrais chimiques, c'est 300 personnes. Nous, on a fait une proposition pour 3000 personnes, au minimum. On ne vous a pas trop vu sur le terrain de la lutte contre l'insalubrité. Est-ce que c'est un sujet qui ne vous intéresse pas? Si, mais... Puisqu'à Port-Gentil, à chaque carrefour, on observe le phénomène grandissant des poubelles, des ordures qui sont jetées ça et là, et la mairie a des problèmes pour la précollecte de ces déchets. Ben, le vrai problème qu'il y a, c'est que nous avons été, je dirais peut-être, les précurseurs des propositions, puisque nous avons commencé à entamer le débat sur ce sujet-là avec la mairie de Port-Gentil dans les années 2007, à l'époque de M. Djambé,
où nous avons fait des propositions pour que Port-Gentil devienne enfin une ville un peu plus propre, parce que les choses, souvent, il faut bien comprendre les problèmes d'insalubrité. Il y a des problèmes d'incivilité, parce que nous sommes des citoyens, nous devons nous comporter d'une certaine manière aussi. Et il y a des problèmes, je dirais, purement municipaux. Mais le premier but, c'est quand même d'abord le citoyen. Le citoyen, s'il se comporte mal, malheureusement, si tous les citoyens se comportent mal, la ville ne peut être que sale. Il faut aussi une certaine forme d'éco-citoyenneté, de responsabilité de chacun. Si chacun entretient l'espace où il vit ou l'espace où il se déplace, eh bien, ça ne pourra être que plus propre. Et ça ne pourra que faciliter aussi la tâche des autorités. Mais pour ça, il faut aussi que les autorités soient capables de donner les moyens et d'écouter. Parce que je n'ai pas l'impression, vous voyez, 2007, on est en 2013, d'une évolution quelconque. Pourtant, nous avons fait des propositions. Nous avons fait des tas de propositions sur ce sujet-là. Et la dernière en date, nous étions ensemble, mon cher Dany, puisque nous étions ensemble chez le maire. C'est qu'on lui a présenté ce qu'il fallait faire. On lui avons laissé un document concernant une convention sur les sacs biodégradables et compostables, qui serait le premier point. Parce que la plus grosse pollution que nous avons tous, c'est les sacs. Le plastique. C'est quand même la plus grosse pollution que nous avons tous sur place. Le Gabon est sur un processus de l'économie verte. Que peuvent gagner les populations reculées dans ce projet lorsqu'on sait que le Gabon et la FAO sont sur un projet de valorisation des produits non ligneux? Ben écoutez, ça ne peut être qu'une bonne chose si on sait organiser, parce que le problème c'est une question d'organisation. L'organisation de la collecte de ces produits et de la transmission, de la mener dans des centres où c'est qu'ils vont être revendus. S'il peut exister des coopératives qui prennent en charge les produits issus, ces produits non ligneux issus des populations, ça ne peut être que bien. Mais est-ce que nous allons aller jusqu'au bout? Parce que c'est pas, vous savez comme moi, on a l'impression de l'Arlésienne, c'est pas des choses d'aujourd'hui. Moi j'avais un oncle qui travaillait justement un peu pour la FAO, qui était au ministère de l'Agriculture, il y a une vingtaine d'années, qui est décédé, qui s'appelait Rengoua. À cette époque-là, comme j'étais souvent à son bureau, j'entendais déjà parler de ça. On en est où? On est toujours au même point. Donc, est-ce que ça va réellement se faire? Parce que les grandes exploitations, je n'y crois pas dans notre pays. Je crois plutôt à l'exploitation villageoise, qui permettrait de fixer les populations et de faire revenir les jeunes dans les villages, alors qu'ils sont dans les villes en train de piller, de faire des bêtises, de fumer,